nous avons affaire à une évolution fatale de la construction européenne vers la dictature. Il suffit d'ailleurs de voir comment les peuples, lorsqu'ils votent non à un référendum, sont priés de revoter jusqu'à ce qu'ils votent oui. Et s'ils ne veulent pas voter oui, à ce moment-là, on les dessaisit, on fait voter les députés à leur place. Nous en arrivons au 9e et avant-dernier chapitre, je vous rassure, de cette conférence, quoique c'est pas vous manquer après vous verrez. Où va l'Europe? Eh bien, l'Europe se transforme en une société de type mafieux. Pour une raison très simple, dont personne là aussi ne vous parle. La raison très simple, c'est la suivante. Qu'arrive-t-il à une structure de pouvoir qui affirme avoir trouvé le sens de l'histoire, qui estime donc que ses choix stratégiques ne peuvent jamais être contestés, qui confisque la démocratie en interdisant tout débat de fond, qui devient inamovible par nature et qui par ailleurs brasse de plus en plus d'argent. C'est de ça qu'il s'agit. La construction européenne prétend avoir découvert le sens de l'histoire. L'Europe, la construction européenne serait l'évidence, c'est une espèce de dogme. Si vous dites que c'est peut-être pas vrai, hein. Alors, on regarde comme si c'est quasiment l'asile psychiatrique qui vous est dedans. Donc elle affirme avoir trouvé le sens de l'histoire. Donc on a le droit de critiquer, mais jamais de remettre en cause le dogme. Donc du coup, les débats de fond sont écartés. On ne peut avoir que des critiques cosmétiques. Donc les européistes deviennent inamovibles par nature, et par ailleurs, ils ont des budgets qui s'accroissent, il y a de plus en plus d'argent, et comme il n'y a aucune critique qui peut être faite, très très peu, vous avez une structure opaque qui brasse beaucoup d'argent. Eh bien, vous savez ce que disait le Bouddha, le prince Gautama, Siddhartha Gautama? Il disait le bien et le mal, les bonnes et les mauvaises actions finissent toujours par être sanctionnées comme elles le doivent. On dirait en français la justice immanente. Eh bien, quand vous avez ce type de structure, c'est une structure qui attire nécessairement et de plus en plus des gens sans foi ni loi. Des gens qui ont envie de se développer dans cet univers glauque où il n'y a plus de vérité ni de mensonge, où on ne peut plus rien critiquer, où on brasse beaucoup d'argent. Ça va donc développer immanquablement une structure de nature corrompue et mafieuse. On en a eu des exemples tout au long du XXe, mais en particulier au long du XXe siècle. Qui est-ce qui prétendait avoir trouvé le sens de l'histoire, ne pas pouvoir être contesté, être inamovible par nature, brasser de plus d'argent? Déjà, il y avait le Troisième Reich millénaire, établi par Adolf Hitler. Eh bien, ça s'était transformé en une structure de type mafieux. Des millions d'œuvres d'art furent volées sous l'occupation. On voit ici Adolf Hitler avec Göring en train de contempler ces centaines de tableaux volés un peu partout à travers l'Europe. Qui est-ce qui avait prétendu trouver également le sens de l'histoire, être inamovible par nature, brassant de plus en plus d'argent et ne pouvant jamais être critiqué? La construction du socialisme, bien sûr. Et ça avait développé ce que le livre de Mikhail Voslinski dans les années 80 appelait la nomenclature. C'est-à-dire un régime de type de plus en plus mafieux. J'aime bien cette photo, on voit Léonid Brejnev avec des grosses lunettes noires, on dirait, je sais pas moi, Corleone et de la mafia sicilienne, avec derrière Erich Honecker. Ici, cette dame, c'est Galina Brejnev, la fille de Brejnev, qui s'était mariée avec un mafieux notoire. La fin de l'URSS s'est désintégrée, il y avait la mafia du coton, la mafia de précarication en tout genre. Eh bien, la même nécrose morale est en cours parmi les dirigeants euro-atlantistes et dans les cercles du pouvoir européiste. Même si personne ne vous le dit, c'est justement une raison pour que je vous le dise. Alors on va examiner avec eux ensemble les belles fréquentations des dirigeants de l'Union européenne. Fraudeurs, escrocs, trafiquants, néo-nazis, assassins. En 1992, le journaliste français Jean de la Guérivière, journaliste au Monde, donc a priori favorable à la construction européenne, a écrit un bouquin qui s'appelle « Voyage à l'intérieur de l'eurocratie ». Et quoi qu'étant favorable à la construction européenne,
Il a dressé un constat stupéfiant de ce qu'il appelait lui-même l'Europe des fraudeurs. Il y dénonçait les parachutages, le piston, la réunionnite, l'intoxication consentante. Voici un extrait de cet ouvrage. Le piston, le mot est de plus en plus chuchoté, surtout dans les nombreux placards de la commission, où la rancœur délie les langues. Il y a des contrats temporaires obtenus uniquement parce que l'heureux bénéficiaire connaît quelqu'un à la représentation permanente de chaque État membre. Les classements bidons au concours pour la titularisation des gens déjà installés, grâce à leurs relations, bien sûr que ça se voit. Delors aura été un grand président de la Commission européenne, il s'agit de Jacques Delors, mais jamais le copinage n'a marché aussi fort qu'avec lui. Ça, c'était 92, c'était avant l'Union européenne, avant Maastricht. En mars 1999, la Commission européenne qui avait mis au jour l'euro, qui a fait naître l'euro, a été contrainte à la démission par un rapport de la la Cour des comptes européenne pour irresponsabilité collective et fraudes en tout genre. En particulier, Madame Édith Cresson, qui était l'ancien Premier ministre français, qui était commissaire européenne, était au centre d'une série de scandales et de détournements de fonds. Bruxelles me rejoint, c'est un article de l'Époque. Selon le quotidien néerlandais Trouve du 12 novembre 2010, tout ça c'est un peu en vrac, ce que je vous mets, la majeure partie des 2 250 000 € du Fonds social européen destiné à l'intégration des Roms en Roumanie sont détournés par les politiciens locaux. Selon une ONG roumaine, sur plus de 300 organisations censées travailler pour les Roms, seuls 20 sont actifs. Tout le reste est sifflé par les oligarques. C'est d'ailleurs pareil pour les sommes d'argent considérables que nous avons versées à l'Ukraine. Je signale au passage que, vous savez, Yanukovych, paraît que c'est l'horreur. C'est l'horreur depuis le 21 novembre, minuit 1. Mais jusqu'au 20 novembre 2013, c'était un type absolument parfait. C'était du temps où il voulait faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN. Tout le monde trouvait ça parfait. La France a versé au régime Yanukovych 120 millions d'euros. Lorsque M. Yanukovych, d'un seul coup, a tourné Kazakh, a décidé qu'il ne ferait plus entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN, à ce moment-là, d'un seul coup, Bernard-Henri Lévy s'est réveillé, il s'est dit, mais c'est épouvantable, c'est un régime qui bafoue les droits de l'homme. Et les 120 millions d'euros, tant pis pour nous. Mais maintenant, on s'apprête à donner à peu près 10 fois plus au suivant, qui est encore plus crapule. En Grande-Bretagne, j'aime bien les Britanniques parce qu'ils sont parfois assez perfides. Dans le Sunday Times de mars 2011, le Sunday Times a révélé un gros scandale de corruption que l'on voit ici. Euro MPs exposed in cash follows scandal. Ils ont fait, ces Britanniques, ils ont eu cette idée un peu perverse, même beaucoup, que les journalistes se sont déguisés, non pas en journalistes, mais en hommes d'affaires véreux, qui sont allés voir un certain nombre de députés européens en leur disant, écoutez, si vous votez des amendements en faveur qu'on vous propose en faveur de mon entreprise, je vous rappelais, tout à l'heure je vous parlais du presse-purée à roulette, donc ils ont fait ça, quoi. Si vous votez des amendements, on contribuera à vos menus frais. Donc c'est ce qui a été fait à l'époque. Le journal britannique a révélé qu'il avait proposé à 60 députés européens de les payer 100 000 € par an en échange d'amendements qu'ils pourraient faire adopter. Sur les 60 députés européens démarchés, il y en a quand même 14 qui ont dit oui. Ça fait quand même 23% des députés européens qui étaient prêts à empocher 100 000 € pour faire des lois demandées par une entreprise. Et quand même, vous voyez la moralité de cette structure. C'est exactement le Soviet suprême finissant, exactement la même chose. Alors, parmi ceux-là, il y avait Ernst Strasser, député autrichien, qui a été ministre de l'Intérieur de son pays de 2000 à 2004. Il a donné sa démission le 20 mars 2011, après avoir été filmé par une équipe de journalistes du Sunday Times en train d'accepter un versement de 100 000 € par an pour proposer des amendements au texte discuté au Parlement européen. Il appartenait à l'Österreichische Volkspartei, le Parti populaire autrichien, c'est l'équivalent de l'UMP ou du Parti conservateur britannique, l'UMP français. Donc lui, il a présenté sa démission. De la même façon que Zoran Thaler, député slovène, alors lui était socialiste, lui, il a présenté sa démission le lendemain, le 21 mars 2011, après avoir été filmé toujours par la même équipe de journalistes du Sunday Times, mais déguisé en homme d'affaires. Il était en train de négocier des paiements en cash, parce que lui, il savait mieux s'y prendre. Il était slovène, il ne voulait pas de virement, il voulait du cash.
Ce monsieur a été quand même ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, puis rapporteur pour la Macédoine et vice-président de la délégation pour le Sud-Caucase. Et puis Adrian Severin, député roumain. Alors, selon le Sunday Times, ce monsieur a accepté le marché, il a renvoyé un courrier en disant, juste pour vous faire savoir, que l'amendement que vous souhaitiez a été déposé à temps, et il a envoyé en même temps une facture de 12 000 € pour service de conseil. Et lui a refusé de démissionner en disant qu'il a fait du conseil. Voilà à quoi nous avons affaire. Maintenant, on passe à de la criminalité un petit peu plus sophistiquée. Madame Nelly Kroes, que l'on voit ici, a été commissaire chargée de la concurrence, elle est vice-présidente actuellement de la Commission européenne chargée de l'économie numérique. Elle était là, elle avait comme amant ce monsieur, Jan Dirk Parlberg, qui appartenait à son parti politique. Pour les Français s'en fichent, hein, ça peut-être que c'est le genre de truc qui excite les anglo-saxons, ce genre de truc, mais en France, l'histoire de fesses, on s'en fiche. Regardez l'affaire de Julie Caillet, la façon dont ça se serait passé aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en France. Et la question n'est pas là, c'est le problème, c'est que lorsqu'on a su qu'elle avait des relations intimes avec ce monsieur, on s'est rendu compte que ce monsieur était par ailleurs très proche d'une bande de la mafia néerlandaise dirigée par ce monsieur qui s'appelle Willem Holleder, qui est à la tête d'une structure d'extorsion de fonds, d'enlèvement crapuleux, etc. Ils ont enlevé Papy Heineken, hein, le propriétaire des brasseries Heineken, 80 ans. Il a été enlevé moyennant finance. Et puis au même moment, on s'était aperçu que Madame Kroes, lorsqu'elle est devenue commissaire européen en 2004, un commissaire européen doit donner sa feuille de patrimoine. Et en 2006, en mai 2006, les tabloïds néerlandais se sont rendus compte, qu'elle avait ses liens avec ce type qui est un mafieux notoire, mais deux, qu'elle possédait, Madame Kroes, 3 immeubles de bureaux à Rotterdam, qu'elle avait oublié de déclarer dans sa déclaration de patrimoine. Un truc, 20 étages, oui, bon. C'est comme si vous aviez 2-3 tours. Bon, ça peut arriver, hein. Vous avez 2-3 tours à la Défense, vous oubliez de les déclarer. En tout cas, fouetter un chat. Il y a eu un problème, c'est que la police néerlandaise a dit, vous avez financé ça comment? Et voilà que Dame Kroes a dit, je ne me rappelle pas. Ça peut arriver aussi, hein. Finalement. Qui est-ce qui n'a pas 2-3 gratte-ciel d'immeubles, de bureaux dans son patrimoine? Alors finalement, Interpol a lancé quand même une enquête internationale. Moi, j'étais délégué général à l'intelligence économique à ce moment-là, au ministère des Finances. Vous comprenez qu'on a décidé à un moment de se passer des services. Donc, il y a eu un mandat qui a été lancé contre cette dame. Et d'un seul coup, on n'a plus jamais entendu parler. Je suppose qu'elle a dû retrouver les prêts qu'elle avait contractés à la caisse d'épargne pour acheter les 10 immeubles de bureaux. En attendant, ce monsieur Parlberg continue à faire parler de lui, puisque, alors ça c'était à l'époque, Jean Quatremer, qui avait quand même titré l'un des seuls dans la presse française, Nelly Kroes et le mafieux, c'était le 11 mai 2006. On a appris le 20 février 2014 qu'on entend toujours parler de monsieur Parlberg, il a un peu forci en 10 ans, n'est-ce pas, qui a été arrêté et qui est inculpé, emprisonné pour blanchiment d'argent sale, extorsion de fonds, complicité d'enlèvement et d'assassinat. Madame Kroes, semble-t-il, a été blanchie, si j'ose dire. Enfin, en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a des amitiés et des liens qui sont pour le moins suspects. Ajoutons à ceci que depuis 2006, il y a les rumeurs insistantes sur les détournements de fonds et la corruption de Siim Kallas, le commissaire européen estonien. Je rappelle que ce monsieur a été ministre des Finances de la République d'Estonie en 78, donc il a été ministre sous Brejnev, ministre de l'Union soviétique sous Brejnev. Il est actuellement vice-président de la Commission européenne. Je suis pas sûr que beaucoup de gens le savaient dans cette salle, avant que je le leur dise. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de l'effondrement de l'URSS, il est devenu président de la Banque centrale d'Estonie, et puis après ça, quelques mois après, il y a eu un audit, et puis on s'est aperçu qu'il y a eu quelques dizaines de millions de dollars qui avaient disparu. Alors les auditeurs ont cherché partout sous la table, et après les gens se sont tournés, ont regardé le président, vous n'avez pas vu passer quelques dizaines de millions de dollars, le président de la banque. Et nous, non, pas du tout. Entre-temps, il s'était découvert une passion pour les États-Unis d'Amérique, et il a négocié l'entrée de l'Estonie dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Alors ces affaires continuent de poursuivre. Vous voyez,
Ici, c'est un article du Post-Time estonien, daté de Tallinn, du 28 janvier 2013, où ils sortent des nouvelles preuves sur ce qui s'est passé dans la Banque d'Estonie. Là, ça a un nouveau rebondissement le 4 mars 2014, n'est-ce pas, où il y a des rumeurs insistantes. En fait, ce type est très probablement, a été très probablement à l'origine de détournement de fonds. Il est commissaire européen, il termine son deuxième mandat. Il avait d'ailleurs été nommé dans la première commission Barroso, preuve que M. Barroso a quand même le goût de l'humour. Il avait été nommé chargé de la lutte anti-fraude dans la Commission européenne. Ajoutons à ça qu'en octobre 2007, plusieurs fonctionnaires de la Commission européenne ont été écroués pour corruption, faux, usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs. On n'en a pas trop parlé, il fallait quand même pas troubler, comment dirais-je, il fallait pas troubler la confiance que les peuples d'Europe ont pour les institutions européennes. C'était fâcheux. En octobre 2012, c'est Joseph Dalli, le commissaire européen maltais, qui a été poussé, chassé comme un malpropre, poussé à la démission pour soupçon de trafic d'influence. Monsieur Barroso lui reprochait de s'être fait acheter par des producteurs de cigarettes. Il semble que l'histoire c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, il semble que c'était plutôt monsieur Barroso qui était le corrompu dans l'affaire, puisque Joseph Dalli, qui était le commissaire maltais, avait osé protester contre la politique de l'Union européenne sur la Libye. Malte est quand même pas très loin de la Libye, et ils ont considéré, les Maltais, que l'intervention franco-britannique sous couvert des États-Unis et de l'Union européenne, derrière, allait mener à la catastrophe, ce qui d'ailleurs est le cas. Ajoutons à ça 2014, ça vient de sortir. Monsieur Karel de Gucht, qui est le commissaire européen belge en charge de la négociation actuelle du grand marché transatlantique, eh bien, et sa femme, que l'on voit ici à gauche, sont poursuivis pour fraude fiscale massive. Ils se sont achetés un palais en Toscane. Jusque-là, tout à fait normal. Qui n'a pas son palais en Toscane? Non, mais faut pas, arrêtons. Allez. Vous n'avez pas de palais en Toscane? Sauf qu'ils ont fait des plus-values pour plus d'1 800 000 euros, ça arrive à tout le monde. Ils ont oublié de les déclarer au fisc belge. On va pas mégoter quand même, hein? 1 800 000, ça va, ça vient. Hein, bon. D'ailleurs, Bruxelles a décidé de soutenir Karel de Gucht, commissaire accusé de fraude fiscale. D'ailleurs, qu'il a vu, il était perclus de scandale, parce qu'il y a 15 ans avant, il avait déjà été poursuivi dans ce genre de domaine. Et puis alors, ça vient aussi de sortir. C'est le 18 janvier 2014, le Premier ministre de Malte, Joseph Muscat, a décidé de vendre la nationalité maltaise de 650 000 euros par personne. Alors c'est assez sympa parce que vous pouvez vous acheter un passeport maltais, comme des oranges maltaises, 650 000 euros, c'est pas cher. Parce que la nationalité maltaise, c'est également la citoyenneté européenne. C'est l'espace Schengen. Donc le journal Le Monde, à Malte, on peut désormais obtenir un passeport moyennant 650 000 euros. D'ailleurs, M. Muscat a dit que, évidemment, il faut sauver l'Europe, il faut la forme de structure, il faut lutter contre les déficits budgétaires. Il a quand même calculé la première année, ça devrait faire 30 millions d'euros de recettes. Donc c'est assez sympa en fait. Hein. On peut entrer, n'importe qui peut désormais devenir citoyen européen, tous les mafieux, je sais pas quoi, du monde entier, des Chinois, des gens du trafic de drogue, de Medellín, des oligarques russes, des mafieux tchétchènes, enfin tout ce petit monde peut s'acheter désormais la citoyenneté européenne 650 000 euros. Bon, pourquoi pas. Hein. En attendant, si vous ne voyez pas que ce comportement a exactement... C'est exactement un comportement mafieux. C'est de la vente c'est exactement vendre des faux papiers. C'est exactement ce qu'on appelle un comportement mafieux. Et puis alors maintenant, on passe au très très grand banditisme. En février 2014, Lady Catherine Ashton, Madame Catherine Ashton, qui est devenue Lady Catherine Ashton of Upholland, hein, la baronne Ashton of Upholland, la baronne travailliste. Alors, je dis toujours, je vous appelle le dire ici en Grande-Bretagne, je dis toujours à quand une duchesse marxiste-léniniste. Donc on a une baronne travailliste, Madame Catherine Ashton, qui est haut représentant de l'Union, c'est une antiphrase, hein, haut représentant, quand on voit la photo, haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité pour l'Union européenne, vice-président de la Commission européenne, mais ils sont pas mal, il y en a beaucoup de vice-présidents. Hein. Il y a elle, il y a Nelly Cruz dont l'amant est emprisonné à Fleury-Mérogis, il y a
l'autre Singalas qui est poursuivi pour détournement de fonds, donc il y a beaucoup de vice-présidents. Hein. Donc elle est vice-présidente aussi de la Commission européenne, on la voit ici encadrée non pas de ses gardes du corps, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de corps à garder, mais on la voit... Non, j'ai pas été... Donc, on la voit encadrée à gauche par un monsieur, ici, qui s'appelle, vous le reconnaissez peut-être si vous avez suivi l'actualité, il s'appelle Vitali Klitschko, c'est un boxeur ukrainien qui a fait la une des journaux du monde entier, du monde occidental, et qui a des liens avérés, lui et son frère, avec la mafia ukrainienne. C'est ce qu'a révélé le journaliste allemand Léo Linder très récemment dans un livre qui s'appelle « Le combat des frères Klitschko ». Alors, il suffit de le regarder pour effectivement imaginer qu'il a davantage la tête d'un mafieux que d'un lanceur étoile. Et puis alors à droite, et c'est le cas de le dire, c'est même à l'extrême droite, il y a un autre type que vous voyez ici, qui lui s'appelle Oleg Yanibok, il est président du parti néo-nazi Svoboda, qui fait par ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt international lancé par la Russie pour actes terroristes avec les séparatistes tchétchènes. C'est ce monsieur, notamment Yanibok, qui a dit il y a 400 000 juifs en Ukraine, c'est 400 000 juifs de trop. Qui a provoqué la réaction du grand rabbin de Kiev, qui a dit les juifs sont très menacés en Ukraine. Je signale d'ailleurs que le parti Svoboda est sur la liste du centre Simon Wiesenthal de 2012 comme l'une des 10 organisations les plus dangereuses et les plus antisémites du monde. Je signale que s'il n'est pas entré au gouvernement de Kiev après la révolution, le coup d'État qui a été organisé par les États-Unis, il n'en demeure pas qu'il y a plusieurs membres du gouvernement de parti Svoboda qui sont maintenant dans le gouvernement de Kiev. Voilà donc votre haute représentante de la diplomatie de l'Union européenne avec ses belles fréquentations. Eh bien, ils sont quand même... c'est quand même assez gratiné, l'Union européenne. Hein. Alors, soyons généreux, n'accablons pas uniquement les Britanniques, puisque je signale que le Français Laurent Fabius, ici présent, a rencontré justement Oleg Yanibok et Vitali Klitschko, on les voit ici tous les deux, le 21 février 2014 à Kiev, en Ukraine. Tout ça, c'est évidemment au coup de sifflet des autorités de Washington. Donc on va le voir dans un instant. Et pour parfaire cette galerie de portraits, je signale que voici quelques jours, c'était le 21 mars dernier, à Tallinn en Estonie, M. Jean-Yves Le Drian, que l'on voit ici, ministre français de la Défense, est allé se rencontrer avec, à l'invitation de Urmas Reinsalu, qui est le ministre estonien de la Défense, qui lui-même est un néo-nazi, en tout cas il donne les Waffen-SS en modèle à ses compatriotes. Et M. Le Drian est allé s'excuser du fait que la France allait quand même livrer les 2 navires Mistral vendus à la Russie pour 1,2 milliard d'euros, après que M. Fabius avait menacé de ne pas les livrer, mais enfin bon, on s'est aperçu que c'était la catastrophe. Mais M. Le Drian est allé dire on va prépositionner en Estonie 4 avions de chasse de combat, et on vous soutient partout, et on arrête toute coopération militaire avec la Russie. Voilà quels sont désormais nos nouveaux amis, grâce à l'Union européenne. Sympa, hein?